Comment bien se vendre? Mais tu as sous les yeux une pyramide où je vais te présenter les 4 niveaux qui s'appliquent en toute situation. Il ne faut pas prendre les niveaux de façon singulière, il va falloir les conjuguer entre eux. On va passer beaucoup de temps au numéro 3 parce que c'est là qu'on va voir une tonne d'exemples concrets dans le cadre d'une recherche d'emploi. C'est pas quelque chose que j'ai vu ailleurs sur YouTube, donc je pense que c'est assez exclusif. Reste avec moi. Alors, notre premier niveau, c'est celui des caractéristiques sur lequel on laisse reposer une partie de notre confiance. S'il nous manque de confiance, on retourne aux caractéristiques. On retourne donc améliorer le produit parce que plus on croit au produit qu'on vend, plus on a de chances de conclure nos ventes. Qu'est-ce que sont les caractéristiques? C'est par exemple notre historique d'emploi, notre nombre d'années d'expérience. Ça peut être aussi nos formations, nos certifications, nos compétences. Ça peut être les langues qu'on parle, notre condition physique par exemple. On est souvent très mal à l'aise avec le fait de se vendre parce qu'on pense qu'il faut vanter nos habiletés personnelles. On va longuement énumérer, faire une liste d'épicerie exactement comme c'est le cas sur les affichages de poste. S'il nous manque quelques cases à cocher, ben là, on a l'impression qu'on n'est pas suffisamment qualifié. On va se rendre compte que c'est pas tous les caractéristiques. Oui, c'est hyper important parce que nous-mêmes comme consommateurs, quand on veut acheter un produit, on va vouloir rationaliser notre décision avec les caractéristiques de celui-ci. Heureusement, dans les autres paliers qu'on s'apprête à voir, on peut outrepasser certaines exigences du poste qu'on n'aurait pas, mais aussi on peut se réconcilier avec le fait de se vendre parce qu'on n'a pas à venir juste parler de nos caractéristiques personnelles, puis ça, c'est extrêmement rassurant. Passons au cran supérieur, on parle de résultats. On veut venir tracer des liens donc entre les caractéristiques et les résultats potentiels pour l'employeur. En anglais, on parle souvent de features et de benefits, et c'est comme ça tout de suite qu'on va mieux se vendre que la majorité des candidats. Ils vont venir vanter leur qualité et nous, on va venir être plus intelligent que ça, on va tracer des liens de cause à conséquence, pas juste entre les caractéristiques et les résultats, mais aussi entre des résultats passés et des résultats futurs. Ça peut être j'ai fait telle chose, mais ça va donc vous permettre, vous, dans le futur, de faire telle chose. Parlons de ce mot-là, de permettre, parce que c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes mots, qu'on utilise pour venir tracer nos liens de cause à conséquence. Donc, quand j'entends, je ne trouve pas les mots pour me vendre, ben rassure-toi, c'est très simple et ce sont des verbes ou l'action de faire quelque chose. Je vais te donner 6, 7 ou 8 exemples. Donc, permettre, ça en est un. Ça l'a entraîné, générer, c'en est un autre. On peut penser à un terme comme contribuer. Cela a contribué à ou ça contribuera à telle chose. On peut penser aussi à mènera à augmentation de sur un CV ou cela augmentera tel chiffre, par exemple. À l'inverse, on peut parler d'une diminution et c'est pas toujours une augmentation, une diminution. Parfois, c'est juste un maintien. On va utiliser donc le verbe maintenir ayant maintenu. Cela maintiendra, par exemple, votre place de choix dans telle industrie. Il faut venir s'imaginer comment notre rapport va changer la réalité de l'employeur. Comment nous, on les aide à ce qu'eux réussissent. C'est vraiment ça le processus de se vendre. L'employeur, il veut savoir « what's in it for me ». Si tu parles juste des caractéristiques du produit, moi, ben là, tu restes au même niveau que ta compétition, c'est-à-dire le niveau de base, le niveau 1. Mais si tu entremêles, conjugues des caractéristiques et des bénéfices potentiels, on est souvent dans le futur quand on parle de bénéfices potentiels, on va les aider à ce qu'eux réussissent et pas juste comment nous, on est réussi. C'est d'ailleurs la même chose quand on vend un produit ou un service. C'est pour ça qu'un dentiste ne va pas parler, par exemple, de son service de curetage, etc. Il va venir parler de comment est-ce que ton nouveau sourire va venir charmer les autres. Donc, ton service à toi, c'est la même chose. Tu ne vas pas parler d'une compétence seulement. Tu vas venir illustrer de façon très claire quel est le résultat pour l'employeur. OK, donc là, on est au palier 3, celui de l'émotion. C'est là qu'on distingue les pros des amateurs. Toi et moi, comme consommateurs, on ne prend pas toujours des décisions qui sont 100% rationnelles et c'est la même chose pour un recruteur. C'est pour ça qu'on peut jouer au niveau des émotions. Ils vont prendre des décisions qui sont basées sur leurs instincts, leur feeling après l'entrevue. Donc, ils vont dire, est-ce que j'ai aimé ce candidat-là? Est-ce que je ne l'ai pas aimé? Ils vont tenter de rationaliser la chose avec les critères de leur grille de sélection, par exemple. Ça, c'est pour venir t'expliquer la décision un petit peu plus tard, mais à la base, ils vont baser leur décision sur un feeling pour t'aider à générer des émotions dans un processus d'embauche. La principale qu'on veut générer, c'est celle de la confiance parce que quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'achat. Donc, tu veux que les recruteurs aient confiance en toi. Je vais te présenter une dizaine de façons dont on peut générer des émotions partout dans notre processus d'embauche. La première, c'est l'utilité, la démonstration, exactement comme je suis en train de faire. Une vidéo de la sorte bâtit la confiance avec le client potentiel qui va éventuellement le mener à l'achat. Il y a plusieurs façons de le faire dans un processus d'embauche. Par exemple, tu peux envoyer une ressource suite à
l'entrevue, dans ton mot de remerciement. Tu peux aussi, lors de l'entrevue, venir remettre un conseil stratégique au gestionnaire, par exemple, qui a besoin d'aide avec ses opérations. Donc, plutôt que de réserver tous tes secrets après ton embauche, bien, pourquoi pas lui donner une petite parcelle de ce que tu peux faire lors de l'entrevue. Ensuite, tu peux présenter un plan de tes 90 premiers jours en poste. C'est ce qu'un monsieur qui s'appelle Ramit Sethi appelle le truc de la mallette, parce que tu sors ton plan de 90 jours de ta mallette. Évidemment, il faut que ce soit accepté des recruteurs. Tu leur demandes la permission avant de le faire, mais tu vas te distinguer des autres candidats qui auraient passé une entrevue normale. Une autre façon, ce serait de s'enregistrer en train de faire un screencast du site web de l'employeur pour lui dire qu'est-ce qu'il a amélioré. Démontrer ce qu'on est capable de faire, ça passe bien sûr par un portfolio. Si tu n'as pas de portfolio, tu peux aussi mettre des exemples de ton travail sur un profil LinkedIn. Autre façon de générer des émotions, ça peut être par l'entremise d'une preuve sociale. Tu peux par exemple insérer un témoignage dans ton CV qui est extraite d'une lettre de recommandation, d'une recommandation LinkedIn, d'une ancienne évaluation du rendement. Ensuite, tu peux te faire référer bien sûr par un contact à l'interne. Tu vas avoir donc cette preuve-là de quelqu'un qui endosse la qualité de ton travail, ce qui ajoute de la valeur à ta candidature énormément en fait. Augmente ton nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux pour envoyer ce signal de preuve sociale-là. Ensuite, obtiens des recommandations LinkedIn supplémentaires ou une première si tu n'en as pas. C'est déjà un excellent signal que d'autres gens t'ont apprécié puis qui ont aussi apprécié la qualité de ce que tu peux faire. Autre preuve sociale, exactement comme on ferait sur un site web pour augmenter le sentiment de confiance, on va venir insérer des logos, des certifications parfois dans un curriculum vitae. Ça peut être aussi les logos de tes ex-employeurs quand tu as eu une promotion, le fait de le voir à plusieurs reprises que tu as été soit réembauché ou promu dans la même compagnie, c'est un gage de qualité pour un recruteur. Afin de générer encore plus d'émotions, tu peux venir communiquer implicitement ta passion. Par exemple, en entrevue, tu peux venir aborder soit diverses implications communautaires ou une en particulier qui sortirait légèrement de l'ordinaire ou parle d'à quel point tu es impliqué dans cet organisme-là, que tu es celui ou celle qui en fait plus. Tu peux aussi aborder ton origin story à quelque part. Ça peut être dans un sommaire LinkedIn. Quand je parle de origin story, c'est ce qui t'a amené à faire le métier que tu pratiques. Tu peux aussi la raconter en entrevue, donc sur diverses plateformes. C'est quelque chose qui va être extrêmement intéressant. Parle aussi que tu fréquentes des événements de l'industrie. Au lieu d'en parler, fais juste les fréquenter puis rencontre d'autres gens là-bas. Ça va implicitement communiquer donc ta passion encore ici, puis l'engagement dans ton milieu, dans ton métier, dans ton industrie. Également, parle avec plus d'intonation. C'est quelque chose que moi, je pratique actuellement pour mes vidéos YouTube pour être moins monotone. Essayer de fluctuer davantage ton ton de voix, aller chercher plus d'intonation haute ou basse qui vont ajouter du croustillant à tes histoires. L'aspect authenticité, connaissance de soi est hyper important dans un processus d'embauche pour venir renforcer la confiance du recruteur à notre endroit. Tu peux aborder une histoire lors de ton entrevue qui va être un moins bon coup et si tu l'inities par toi-même, tu vas démontrer de ton authenticité, ta transparence. Parler tes faiblesses en toute candeur va produire le même type d'effet. Des points supplémentaires pour toi si tu les inities toi-même avant que la question des défauts arrive. Je vais laisser un lien dans les commentaires qui mène à un article sur 12 suggestions de défauts que tu peux présenter en entrevue. Raconte une anecdote qui t'est arrivée particulièrement récemment. Dans ton chemin vers l'entrevue, ça peut être dans la semaine qui a précédé, par exemple, et ça, c'est une bonne petite astuce pour venir dégager davantage d'authenticité. Ça va apparaître assez spontané du fait que c'est récent. Mets une photo de toi en action sur ta bannière LinkedIn. Publie un post LinkedIn dans lequel tu es un petit peu plus vulnérable qu'à l'habitude. Faut pas la surjouer non plus comme il se fait actuellement sur LinkedIn en étant hyper vulnérable juste pour le fait d'être vulnérable. Mais tu peux quand même parler d'une histoire de développement personnel, d'une leçon que tu as apprise. Identifie ton trait distinctif et parle-en. Ça peut être lors de la question « Parlez-moi de vous » au début de l'entrevue. Ton trait distinctif peut apparaître dans ton site LinkedIn. Ça devient réellement ta marque de commerce. En définitive, c'est ce qui te différencie des autres. Le fait d'avoir une attitude calme, positive dans un processus d'embauche va renforcer la confiance des recruteurs à ton endroit. Pour ce faire, tu peux sourire en entrevue, mais surtout te rappeler de sourire, chose qu'on oublie fréquemment dans des situations plus stressantes. Le fait de te rappeler de sourire plusieurs fois dans l'entrevue va te rappeler d'avoir du fun dans l'entrevue aussi. Ça donne un bon feeling aux recruteurs parce qu'ils aiment ça avoir une personne souriante en face d'eux, qui est contente d'être là, qui est fière de son métier, qui est fière de ses réalisations passées. Prends des pauses en entrevue pour réfléchir à tes réponses. Quelque chose qui va communiquer du calme et qui va rassurer le recruteur par rapport à ta candidature parce que tu n'es pas quelqu'un qui se laisse entraîner par ses propres émotions. Démontre un réel engouement pour le poste. Par exemple,
dans ta lettre de motivation, à l'entrevue, aussi au téléphone avec eux, parlant bien de tes ex-employeurs lors de tout le processus d'embauche. Deviens le rayon soleil de la journée des réceptionnistes, par exemple en les complimentant sur la qualité de leur travail, que tu les fais rire par exemple, ou qu'ils parlent bien de toi aux recruteurs parce que tu as une forte impression grâce à ton charisme. Là, tu vas gagner beaucoup de points supplémentaires suite à l'entrevue. Donne une poignée de main ferme assurée aux recruteurs quand ils viennent te chercher à la salle de réception, donc le conseil classique, mais aussi lors de l'entrevue, regarde-les dans les yeux pour communiquer du calme et de la confiance en toi. Parlons rapidement de ton apparence, ton odeur et de ton non-verbal. Soigne bien sûr ton habillement, ta peau, tes cheveux, ta barbe, mais aussi tu peux pratiquer ta gestuelle puis ta posture en vue de l'entrevue d'embauche, quelque chose qui va avoir extrêmement de valeur, non seulement pour ce processus d'embauche, mais aussi dans toute ta vie, ta carrière. Investis dans une photo professionnelle pour ton LinkedIn, c'est un investissement qui va te rapporter beaucoup. Le retour est incroyable. Qui dit professionnel dit confiance et c'est exactement ça qu'on veut créer. Tu vas peut-être obtenir plus d'opportunités professionnelles à cause d'un meilleur profil LinkedIn. Conçois un beau design pour ta bannière LinkedIn avec Canva par exemple. Choisis un modèle de CV qui est raffiné, qui va te mettre en valeur, qui va avoir un petit peu de couleur. C'est une façon très facile de générer des émotions positives, surtout que la majorité des gens, en fait 70 à 80% des candidats selon mon estimation personnelle, vont utiliser le noir et blanc. La clarté est extrêmement importante au niveau de la confiance. Par exemple, quand tu parles de ton objectif professionnel sur ton CV, plus il sera clair et précis, plus tu vas renforcer la confiance à ton endroit. En entrevue, même chose, tu vas communiquer très explicitement que tu sais où est-ce que tu t'en vas et ça, c'est extrêmement rassurant. Au niveau de ta vision, ta mission professionnelle, non seulement si elle est bien définie, mais que tu la répètes sur différentes plateformes, c'est une autre belle façon de clarifier tes intentions. On aime les personnes qui savent où est-ce qu'ils s'en vont. Ne néglige pas la clarté de ton objectif professionnel à court terme et aussi de celle à long terme, autrement appelée ta mission. Inclus-la dans ton titre de profil LinkedIn, par exemple. Parlant du titre de profil LinkedIn, celui-ci doit expliquer avec beaucoup de clarté ce que tu fais ou venir clarifier ton résultat principal ou sinon ton trait distinctif. Pose des questions à la fin de l'entrevue qui vont droit au but, une autre belle façon d'être clair. Je veux te parler du détachement qui est quelque chose de très important duquel on ne parle pas assez. Plus tu vas être détaché du résultat de ta recherche d'emploi, plus tu vas avoir de succès. Je te donne quelques exemples. Publie quelque chose sur LinkedIn duquel tu te fous carrément du nombre de likes. Quand tu vas en entrevue et que ton seul objectif, c'est d'avoir du plaisir, drôlement, c'est à ces entrevues-là que tu vas avoir le plus de résultats. Envoie des messages à des gestionnaires d'embauche sur LinkedIn sans avoir peur d'être rejeté ou d'avoir l'air ridicule. Accepte gracieusement les décisions d'embauche quand elles arrivent et qu'elles sont négatives. Accepte aussi le fait que tu ne vas pas recevoir une tonne de feedback des recruteurs. Rends-toi dans des événements de réseautage sans vendre quelque chose. Intéresse-toi aux autres de façon authentique et les autres vont s'intéresser à toi si tu vas générer de la confiance chez les autres. Toi-même, tu vas avoir de la confiance et on obtient de la confiance quand on se détache du résultat de nos actions. C'est particulièrement vrai dans un processus de recherche d'emploi. Le courage et l'audace, c'est quelque chose de sous-estimé également. Décroche le téléphone pour effectuer ton suivi suite à l'entrevue. Tu vas ainsi tomber dans le 1% des gens qui le font. Mets de l'humour dans un titre LinkedIn, c'est quelque chose que peu de gens font aussi. Ou sinon, n'aie pas peur d'utiliser l'humour dans le cadre d'un entretien d'embauche. Si tu es capable de faire rire le recruteur dans ton entrevue d'embauche aussi, tu vas avoir accompli une chose que peu de gens sont capables de faire. Je continue sur le courage et l'audace. Évoque le problème de l'employeur sans avoir peur de te tromper. Ça, c'est très stratégique dans une lettre de présentation ou en entrevue ou sur l'objectif de ton CV, par exemple, parce qu'il y a peu de gens qui vont oser se prononcer sur ce qu'ils pensent qu'est le problème profond que vit l'employeur au moment actuel. Ensuite, tu pourras plus aisément te présenter comme le produit qui vient régler le problème de l'employeur et tu vas avoir accompli l'essentiel du travail de te vendre qui est de venir régler le problème de l'employeur. Donc, bravo à toi d'avoir osé. Rédige une lettre de présentation disruptive. Disruptive, ça veut dire peut-être d'utiliser un ton plus conversationnel, par exemple, de venir personnaliser ta lettre à outrance, d'utiliser l'actualité pour ce faire, d'utiliser le site web de l'employeur, l'un de ses rapports financiers, l'un de ses rapports annuels. Je termine avec un point rapide sur l'inspiration. Partage une citation inspirante dans ton CV, une lettre de motivation, ta signature de courriel pour générer une émotion positive. C'est des points gagnés facilement. Publie un post LinkedIn inspirant qui va faire réfléchir. S'il y a légèrement du succès, tu vas pouvoir venir le mettre en vedette sur ton profil et les recruteurs vont le remarquer. Voilà une autre belle façon donc de susciter une émotion. Ensuite, évoque ta mission ou ton why dès ton titre LinkedIn ou en introduction de ton sommaire LinkedIn.
pour inspirer les gens en ce qui a trait à ta mission, bien la répéter sur différentes plateformes. Passons au niveau ultime et non le moindre, donc le point de vue. Je ne savais pas trop comment l'appeler honnêtement parce que ça pourrait aussi être appelé la curiosité. Si tu es la personne en mesure d'aller observer, d'aller analyser, écouter davantage, poser des questions, donc rechercher qui au final va te permettre de présenter les bonnes caractéristiques, de présenter les bons résultats potentiels, d'aller taper du marteau là où le bas blesse au niveau des émotions, vraiment personnaliser ton approche aux problèmes, aux défis que vit l'employeur plus particulièrement. Quand tu te mets dans la peau du client potentiel, dans le cas qui nous préoccupe, donc de l'employeur potentiel, tu seras le candidat qui va être différent des autres. Quand tu as ce réflexe-là d'aller analyser, observer, écouter, poser des questions, rechercher davantage, c'est à ce moment-là que tu vas vendre. La magie donc s'opère le moment où tu t'oublies l'espace d'un moment pour venir parler davantage d'eux que de toi. Donc toi, tu es le produit, oui, tu es important, mais eux, le problème qu'ils vivent est encore plus important. Au moment où tu vas le réaliser, tu vas réussir la majorité de tes ventes, puis tu vas pouvoir t'offrir l'employeur que tu désires réellement. Comme tu as vu, le vendre, ça ne veut pas dire de mettre son humilité de côté. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait de se vanter. Ça a tout à voir avec le fait de comprendre. Tu auras la clé que peu possèdent vers davantage d'entrevues et d'offres d'emploi. Merci énormément de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like. Abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur comment réussir ton évolution numérique ou pour plus de conseils comme celui-ci pour ta recherche d'emploi. Si jamais tu as des questions aussi, pose-les dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. Là-dessus, je te dis un gros merci encore une fois. On se dit à la prochaine. Bye bye.